joie et la bonne humeur. Bonjour à tous, merci d'être venus un dimanche. En plus, un dimanche où on aurait tous pu passer notre temps au parc, mais c'est vrai que c'est plus important de venir nous former à une citoyenneté active. Alors, j'ai été contactée par le maître de la journée qui m'a appelée en me disant « Écoute, je voudrais que tu répondes à 3 questions. La première question, c'est quelle est la plus grosse difficulté du secteur de soins de santé pour toi ? Vers quoi est-ce qu'à ton avis on devrait tendre ? Quel est ton rêve ? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre ce rêve en place ?» Et là, je me suis dit, la vache, mais il est fou le mec. Un problème dans le secteur des soins de santé ? Mais c'est pas possible. En plus, en un quart d'heure. Mais ça va pas le faire. Il y a que ça des problèmes dans le secteur des soins de santé. Comment tu veux que je fasse ça en un ? Alors je me suis dit, bon, ok, pas de panique. Je vais lister ce qui me semble être le plus important. Allez, 3, 4. Et puis, am, scram, gram, pique, pique, collagramme, comme je dois en choisir un, il n'y a pas d'autre méthode que am, scram, gram, on est d'accord ? Et en fait, en listant les 3 problèmes principaux que je voyais dans mon secteur, le secteur des soins de santé, je me suis rendu compte qu'ils avaient tous la même origine. Et la même origine, ça va peut-être faire un lien avec ce qu'on a vu ce matin, c'est que l'origine, pour moi, c'est mon opinion, le problème originel du secteur des soins de santé, c'est la marchandisation des soins de santé. C'est le fait que depuis plusieurs années maintenant, on considère que ce secteur doit répondre aux règles du marché comme n'importe quel autre secteur marchand et que donc il doit répondre à des critères de rentabilité. Et je peux vous assurer que quand on applique des critères de rentabilité au secteur du soin de santé, l'humain passe vachement derrière. Et donc, c'est pour moi le problème originel, cette marchandisation du secteur des soins de santé, parce qu'à partir du moment où le secteur va devoir répondre à des normes pour pouvoir devenir rentable, forcément, on va commencer à lui appliquer des règles qui mettent l'humain vachement derrière pour qu'effectivement, il rapporte de l'argent. Et je ne sais pas si vous savez, et Anis l'a dit ce matin, mais la ressource qui va être la plus facilement limitée pour gagner de l'argent, c'est le temps. C'est le temps. Si vous regardez les plages horaires des consultations il y a 20 ans, et si vous regardez les plages horaires des consultations d'aujourd'hui, on a rajouté 3 à 4 personnes. Mais donc ça veut dire forcément vachement moins de temps à accorder à l'être humain qu'on a en face de nous. Et c'est valable aussi à domicile, malheureusement. Ce n'est pas uniquement dans les institutions hospitalières, ce n'est pas uniquement dans ce qu'on appelle en France les EHPAD, les maisons de repos chez nous, c'est également en soins à domicile. Depuis janvier 2021, on se demande bien pourquoi, mais on a une recrudescence d'appels de personnes qui nous demandent de faire des injections sous-cutanées d'anticoagulants. L'INAMI me paye 2 € bruts pour ça. Je peux vous assurer que si la personne qui m'appelle pour son injection n'habite pas à côté d'un patient chronique chez qui je vais, je ne prends pas. Parce qu'à l'époque où je faisais mon plein à 50 €, c'était déjà limite, mais maintenant que je fais mon plein à 80 €, c'est juste pas faisable. Je paye pour travailler. Et donc cette marchandisation des soins de santé, maintenant, c'est dans tous les secteurs. Institutions hospitalières, cliniques, maisons de repos, mais également soins à domicile, où on doit réfléchir aux soins qu'on prend, aux soins qu'on ne prend pas, parce que sinon on ne sait pas remplir le frigo à la fin du mois. Il ne faut quand même pas se mentir, si je travaille, c'est pour remplir le frigo à la fin du mois. Mais cette limitation du temps qui vous est offert va avoir un impact phénoménal sur vos prises en charge. Parce que moins vous avez de temps pour voir un patient, forcément, plus vous risquez de faire d'erreurs de diagnostic, d'erreurs de choix de traitement, mais aussi d'erreurs d'application du traitement, ou des accidents bêtes et méchants, comme on a entendu il y a quelque temps, une personne âgée qui est décédée échaudée dans son bain parce que le soignant qui avait fait couler le bain n'avait pas pris le temps de vérifier que la température était acceptable. Et ça va avoir un impact aussi sur, forcément, le personnel, parce que ce personnel est mis sous tension, donc on voit une désertion du secteur et on rentre dans un cercle vicieux où on a de moins en moins de personnel qui doit faire de plus en plus de tâches, les plus courageux s'en vont et puis à un moment donné on ne trouve plus personne. Mais cette marchandisation du secteur de soins de santé fait aussi qu'on va réfléchir au traitement des patients, enfin justement, vous voyez, ça matin aussi, on va plutôt penser de la prise en charge du patient en termes de traitement.
Parce que pour le gestionnaire qui gère son institution, c'est beaucoup plus facile de savoir faire son bilan in-out, ce qui va rentrer, ce qui va sortir, si quand il apprend que Mme Michaud a un cancer, il se dit « Ok, qu'est-ce qu'on va lui donner comme chimiothérapie et combien de séances ?» Il sait combien ça va coûter, il sait combien ça va lui rapporter de l'INAMI. Alors qu'une vraie prise en charge, une prise en charge qualitative qui remet l'humain au centre de la médecine, va se dire « Ok, Mme Michaud, peut-être qu'elle ne prend pas très bien son diagnostic de cancer, peut-être qu'elle a besoin d'aller voir un psychologue. Combien de fois? On n'en sait rien, ça va dépendre de sa résilience personnelle. Tiens, Mme Michaud, elle est encore vachement jeune. Le fait de devoir s'occuper d'enfants qui sont encore très dépendants, ça va peut-être la stresser pendant son traitement, c'est pas bon pour elle. Est-ce qu'on ne mettrait pas en place un service d'aide familiale qui viendront s'occuper des enfants et du repas pendant les jours de séance? Tout ça ne coûte pas plus cher qu'un traitement. Mais c'est beaucoup plus difficile pour le gestionnaire à quantifier. C'est plus facile de penser en termes de traitement. Et ça amène une grosse difficulté, et on l'a vu pendant la crise de la Covid, c'est que ça a laissé un pont en or aux firmes pharmaceutiques. Parce qu'elles vont se plier en quatre, évidemment, pour vous apporter des traitements qui vont coûter très cher, qui en termes d'efficacité ne sont pas toujours incroyables, qui vont apporter pour la plupart des effets secondaires, pour lesquels on va évidemment vous proposer d'autres traitements, et on est parti en fait sur une surconsommation médicamenteuse. Et la plupart des gens entendent de nos médias, de nos politiques qui disent que notre sécurité sociale est asphyxiée, qu'il n'y a plus de sous. Oui, mais qu'est-ce qui coûte le plus cher à la sécurité sociale? C'est pas le psychologue de Mme Michaud, c'est pas son aide familiale non plus, ce sont ses traitements. En fait, le fait de penser la prise en charge médicale des personnes en termes de traitement permet aux firmes pharmaceutiques de se gaver sur la sécurité sociale. C'est eux les plus grands bénéficiaires de cette dérive due à la marchandisation des secteurs de soins de santé. Ce qui fait que ça leur a permis aussi d'infiltrer littéralement à la fois les études, avant c'était que les études médicales, mais maintenant ce sont les études infirmières aussi, et la recherche. Les firmes pharmaceutiques font la recherche. On a vu avec la vaccination contre la Covid quelle problématique ça apporte. Mais ils font aussi la formation permanente. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, quand un délégué médical venait aux urgences pour rencontrer docteur X ou Y, à la fin de l'heure, le médecin lui faisait mettre un petit cachet, une petite signature dans sa carnet, et c'était 1 heure de formation permanente. Mais quand vous écoutez pendant 1 heure le délégué médical qui vient faire la propagande de sa nouvelle molécule, c'est pas de la formation permanente, ça. Eh bien, c'est la même chose. Maintenant, ils ont réussi à infiltrer les autres professions. C'est la même chose dans la mienne, par exemple. Depuis 2 ans maintenant, nous sommes obligés, et c'est une bonne chose, de suivre des heures de formation permanente. Et les associations infirmières qui les organisent font venir le délégué médical qui a sorti sa dernière pommade pour débrider les escarres ou la dernière crème pour assécher les plaies. C'est pas de la formation permanente, ça, parce qu'il y a plein d'autres manières de faire. Il y a des huiles essentielles. Il y a plein de nutriments qui peuvent faire la même chose. Ça, c'est de la formation permanente. Mais à partir du moment où l'industrie pharmaceutique a réussi à infiltrer à la fois la science et les études, eh bien, vous prenez toujours la même chose. Et c'est eux qui ont évidemment, de nouveau, tout intérêt financier à rester là. Et tout ça, c'est à cause de la marchandisation des soins de santé. Donc finalement, j'étais parvenue en mettant pour moi les 3 problèmes, c'est-à-dire l'infiltration des firmes pharmaceutiques dans les études et dans la science. Le fait qu'on pense en termes de traitement plutôt que de penser en termes de prise en charge globale, et le fait que cette marchandisation fait qu'on nous limite le temps et que la profession devient juste intenable, tout ça vient de la même problématique. Alors on m'a demandé, quel est ton rêve? Alors en plus d'être infirmière, mon parcours de vie a fait que je me suis intéressée aux huiles essentielles parce que je me suis retrouvée avec une gamine qui faisait des angines de 365 jours et qui donc se bouffait des antibiotiques 365 jours par an. Et qu'à un moment donné, quand je suis allée voir l'ORL pédiatrique, il m'a dit on n'a plus le choix, maintenant il va falloir passer à une trithérapie. Je dis c'est fou. Quand la trithérapie ne fonctionne pas, on fait quoi? Enfin, il y a un moment, il faut arrêter, il faut se reposer des questions. Donc c'est comme ça que je suis arrivée aux huiles essentielles et au final, elle n'a plus jamais pris un seul antibiotique de sa vie, ou à peu près. Et puis je me suis intéressée à la nutrithérapie aussi pour un autre gamin qui avait d'autres problèmes de santé. Et là, je me suis aperçue que
il y a une véritable chasse aux sorcières de toute cette prise en charge qu'on dit soi-disant alternatives. Elles ne sont pas du tout alternatives, elles sont plus anciennes encore que la médecine chimique. Enfin, je veux dire, on ne connaissait peut-être pas les huiles essentielles, mais on connaissait les plantes. Et à l'époque, on savait comment effectivement en extraire les principes actifs. Donc ce n'est pas de la médecine alternative, c'est la médecine primordiale. Et celle-là est complètement chassée par les firmes pharmaceutiques, parce qu'évidemment, c'est des parts de marché en moins. C'est beaucoup plus intéressant d'aller vous proposer un médicament bien crasseux, qui aura des effets secondaires pour lesquels on vous prescrira un autre médicament bien crasseux, que vous de proposer une alternative qui fonctionne tout aussi bien, voire mieux, et qui en plus n'a pas d'effets secondaires. Donc ce que j'espère qu'on pourra tendre petit à petit, c'est à un éveil des consciences que, effectivement, c'est vers des médecines avec une prise en charge plus globale et vers des alternatives plus douces pour le corps. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à ça? Puisqu'il me reste 5 minutes, ça fera 5 minutes par question. Comment est-ce qu'on peut arriver à ça? C'est une vraie difficulté parce qu'à l'heure actuelle, malheureusement, nos mutuelles remboursent les soins de santé via les accords mutualistes. Et là encore, les firmes pharmaceutiques viennent bien se sucrer. Et donc, toutes ces prises en charge alternatives coûtent très très cher aux personnes qui décident de les choisir parce qu'elles ne sont pas remboursées par les mutuelles ou très très peu. Et donc, ce sont des choix interpersonnels. Je pense que si chacun peut se permettre de choisir des thérapeutes qui mettent en avant ces alternatives, sans nécessairement, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus vous traiter si vous êtes atteint d'un cancer, il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais si vous arrivez à avoir un thérapeute qui a une vision plus globale de votre être et pas juste un problème mécanique parce qu'il a un quart d'heure montre en main pour vous voir, vous aurez quand même beaucoup plus de chances de sortir de la pathologie dans laquelle vous êtes, que si malheureusement vous êtes en face d'un thérapeute qui ne voit que votre problème en oubliant qu'il y a une personne derrière. Donc le mieux, c'est effectivement, quand on peut se le permettre, c'est de favoriser tous ces thérapeutes qui ont pris du temps et qui ont dépensé de l'argent pour se former à des thérapies alternatives. Et puis à un moment donné, on parlait ce matin de la création de monnaies alternatives. Peut-être qu'il faudra aussi penser à un moment donné à recréer des mutuelles alternatives qui feront la part belle aux soignants et aux thérapies qui mettent de nouveau l'humain au centre des préoccupations. Donc c'est notre choix en tant que société et c'est à nous de faire en sorte, puisque normalement c'est les politiques qui doivent mettre ça en place, mais s'ils ne sont pas un peu poussés au cul, ils ne le feront pas. Donc c'est à nous à pousser. Voilà, je vous remercie. Je vais rester assis si ça ne dérange personne et je vais utiliser un copion. Mais fondamentalement, on m'a posé effectivement les trois mêmes questions. Donc, à commencer par le paradigme dominant, en quoi est-ce qu'il est problématique. Moi, je vais donc plutôt parler de santé mentale, parce que je pense que quand on chemine un peu dans les psychédéliques, on en vient à penser aussi que la conscience est première et que peut-être que tout découle aussi de la conscience, y compris la santé physique. Donc, je pense que la santé mentale est vraiment en amont et un domaine très important. Dans ce domaine-là, le paradigme global, je me situe dans la continuité de l'intervention d'Isabelle, le paradigme dominant, il est fragmenté. Ça vient un peu on va dire, grosso modo du siècle des Lumières, où on a commencé à mettre le cerveau, la raison, etc., au centre de tout, et comme seul mode de connaissance du monde, de l'humain, etc. Et ça donne, quelque part, c'est un mode de connaissance très louable, parce que ce que les peuples premiers ou des civilisations plus anciennes, ce à quoi elles pouvaient accéder par la conscience, justement, on essaie d'y accéder uniquement par le cerveau et le mental et le rationnel. C'est comme si on se coupait une jambe pour courir un marathon. Et donc, c'est pas qu'on peut pas y arriver, mais ça va demander des efforts surhumains et on va parfois un petit peu s'égarer. La situation où on se retrouve aujourd'hui, tout ce paradigme-là, il est un peu aliénogène, si je peux inventer un mot là sur place. C'est-à-dire qu'on voit très bien, c'est pour ça qu'on est réunis tous ici, ça rend les gens quelque part malades, aussi bien dans leur corps que dans leur psyché.
Et c'est un paradigme qui va, en plus, essayer de traiter ces problèmes-là de manière aussi totalement fragmentée. Un problème se manifeste par un symptôme. Comment est-ce qu'on va combattre le symptôme? Uniquement par ce qu'on voit, puisque c'est à ça qu'on a accès avec la raison. Donc, on va s'attaquer simplement aux symptômes. Donc, on va soit essayer de le combattre pour le faire disparaître, soit simplement même le gommer. Le symptôme sera toujours là, mais on fait en sorte qu'il ne soit plus visible. Et alors, on déclare les gens guéris jusqu'à ce que ce qu'on a chassé par la porte revienne par la fenêtre. Évidemment, on pouvait s'y attendre. Et puis, encore pire, ceux qui, quelque part, n'acceptent pas de guérir, ou ceux pour lesquels, tout simplement, pour l'instant, la raison et le rationalisme n'a pas trouvé de solution, ceux-là, on va les isoler, tout simplement, on les met dans des instituts. Je pense par exemple aux schizophrènes. On ne comprend pas du tout actuellement en psychiatrie ce que c'est la schizophrénie. Et donc ces gens-là, ils font tâche, évidemment, parce qu'ils nous mettent devant notre échec, et eux, tout simplement, on les isole. En termes de substances pharmacologiques, on a ramé très longtemps, et le XXe siècle a vraiment été le siècle de l'approche pharmacologique, qui a peut-être permis d'isoler moins de gens, parce que, cela dit, on a commencé à isoler à partir du siècle des Lumières, parce qu'avant, et on voit ça encore dans les peuples premiers, les gens qui ne sont pas neurotypiques ou qui n'ont pas une conscience comme tous les autres, au contraire, ils étaient intégrés dans la société, dans les familles, etc. Et on leur prêtait même parfois une certaine sagesse. Ensuite, on a commencé à les isoler, et puis on a trouvé au XXe siècle des substances à administrer aux gens qui gommaient certains symptômes. Je pense par exemple aux neuroleptiques, justement pour les personnes qui souffrent de psychose. Ça a le don indubitable de vraiment calmer fortement la psychose et donc les symptômes d'un mal-être profond, mais ça ne fait pas beaucoup plus, et puis surtout ça a des effets secondaires qui sont vraiment très très lourds à porter. En gros, pour supprimer les symptômes, on transforme les gens en légumes. Je ne pense pas qu'il y a grand monde qui peut trouver ça acceptable. On a fait un grand progrès, entre guillemets, au moment des années 80, en inventant les antidépresseurs. Alors là, toute la dépression générée par cette fragmentation, on a cru pouvoir la soigner par des médicaments qui, en gros, vont pas transformer les gens en légumes, mais vont quand même gommer les affects. Alors pour les affects négatifs, évidemment, c'est tout à fait souhaitable, et en tout cas, c'est un pansement qui est bienvenu, et ça peut sauver des gens, en tout cas dans des situations aiguës. Mais là encore, l'effet secondaire, c'est de gommer tous les affects, tout simplement. Et donc, le plaisir, la joie, même la libido, etc., sont des choses auxquelles ces gens-là ont moins accès. Et ça ne les... Disons que ce n'est pas une solution de vie qui les satisfait sur le long terme. Alors, on pourrait éventuellement inventer encore une nouvelle classe de nouveaux médicaments qui auraient plus d'effets bénéfiques et moins d'effets secondaires. Mais si on va regarder tout simplement dans la nature et dans l'histoire humaine, on se rend compte qu'on n'a pas grand-chose à inventer, et qu'on pourrait être un peu plus humble justement par rapport à notre grande science pharmacologique. Et là, je passe à la deuxième question, le paradigme souhaitable quelque part. En fait, les substances qui peuvent éventuellement vraiment guérir en profondeur, elles sont là depuis toujours, elles sont dans la nature, et tous les peuples premiers qui ont eu accès à ces plantes et à ces substances les ont utilisées de diverses manières, aussi bien pour soigner que en tant que culte qui organise la société. Il y a vraiment un aspect spirituel qui peut être un liant pour entrer dans la religion au sens premier du terme, où ça relie vraiment toute une tribu, toute une société. Et d'accord, merci. Je suis déjà passé au second paradigme, donc ça va aller. Où en étais-je ? Oui, donc c'est vraiment quelque chose que c'est pas quelque chose qu'on doit réinventer, c'est plutôt quelque chose qu'on devrait retrouver, parce que ça a structuré vraiment toutes les sociétés non occidentales. C'est encore le cas aujourd'hui dans certains recoins reculés du monde. Et en fait, l'expérience qui est procurée par ces plantes et ces substances, et il y a même aussi, il faut rendre à la science ce qui est à la science, elle a inventé ou mis au point quand même des nouvelles substances psychédéliques qui peuvent être très efficaces aussi. Mais en gros, c'est l'expérience que procurent ces substances, qu'on appelle l'expérience psychédélique, elle prend justement en compte toutes les dimensions de l'humain, aussi bien physique qu'émotionnelle, que psychologique, que spirituelle, qui est quand même une dimension qui manque vachement dans notre société.
Et ça se retrouve quelque part dans l'étymologie du mot psychédélique. Psychédélique, ça veut dire qui révèle la psyché, et la psyché vraiment dans absolument toutes ses dimensions. Alors, ça permet plein de choses. Ça entraîne une modification de la perception, de la cognition, des affects, de l'émotion, etc. Et à forte dose, ça peut même donner ce qu'on appelle une expérience mystique qui est caractérisée par toute une série de caractéristiques qui sont quelque part l'expérience mystique, on pourrait dire, et on l'utilise aujourd'hui dans la recherche sur les psychédéliques, on pourrait presque dire que c'est le contraire d'un traumatisme. Si le traumatisme, c'est un événement ponctuel dans la vie, ou qui peut être répété, mais restons sur cette idée d'un événement traumatisant dans la vie, qui, même quand il est terminé, peut pourrir, empoisonner la vie, en fait, pour le reste de la vie, tant qu'il n'y a pas une intervention bénéfique qui se fait. Donc on garde les stigmates de cet événement, il est engrammé pour le reste de la vie, et ça peut jouer de sale tour. L'expérience mystique peut être, en quelque sorte, un traumatisme inverse, à savoir que c'est une expérience très ponctuelle dans le temps, mais qui est tellement forte et tellement bénéfique et tellement positive qu'elle s'engramme, elle aussi, dans la psyché de la personne jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire que par rapport au paradigme pharmacologique où on va administrer des médicaments, la différence, c'est qu'on doit administrer une fois, peut-être encore enfoncer le clou une deuxième fois, une troisième fois, éventuellement régulièrement, une fois par mois ou par an ou quoi que ce soit, mais c'est même pas obligatoire, vraiment pour encore engrammer la chose, mais c'est pas un truc qu'on devra prendre toute sa vie et sur lequel on pourra faire des modèles économiques très rentables, dans le sens où, en plus, il s'agit pour la plupart de plantes, et même les substances de la science moderne qui sont dans cette catégorie-là, soit ne sont pas brevetables parce que c'est des choses qui poussent dans les champs, soit les brevets ont déjà expiré, et donc ça met à mal, et c'est quelque part un des atouts de ces médecines-là, ça met à mal le business model de l'industrie pharmaceutique. Et donc finalement, ce paradigme-là, c'est plutôt dans l'idée d'accompagner le vivant, parce que on se rend compte en fréquentant ce genre d'expériences et d'événements dans sa vie qu'il y a une tendance auto-actualisante en chacun de nous. Ça a été reconnu par certains courants de psychothérapie, et ça se voit aussi dans ces médecines psychédéliques, c'est-à-dire que si on donne l'occasion simplement, on crée les conditions pour que le corps et la psyché se guérissent d'elles-mêmes, eh ben c'est un processus qui va se faire, et en fait, via les psychédéliques, c'est juste un petit coup de pouce dans le dos qu'on leur donne pour accompagner ces processus qui sont finalement naturels. En termes de santé mentale et de psychose, je pense que c'est pas par hasard aussi que Stanislav Grof, qui est un peu le pape des psychédéliques, si on peut dire, c'est-à-dire que dans l'ère moderne, c'est le psychiatre qui a le plus investi la recherche sur ces substances. Il a commencé dans un paradigme purement freudien dans les pays de l'Est dans les années 50, et il a remarqué simplement en administrant de manière expérimentale ces substances qu'il se passait plein de choses et que tout ça était spontané et qu'il suffisait de l'accompagner. Et bon, après avoir émigré aux États-Unis et quand les substances psychédéliques ont été interdites, il a cherché à faire autrement. Il a développé la respiration holotropique, qui est une autre façon, sans substance, d'entrer dans des états comparables. Mais surtout aussi, il a monté un réseau de psychiatres qui étaient d'accord simplement d'accompagner, lors d'une psychose, sans intervention pharmacologique, d'accompagner simplement ce qui se passe, parce que la psychose, et ça c'est une autre façon de la comprendre, peut aussi être simplement une espèce de crise spirituelle à travers laquelle il faut passer pour y émerger, enrichi et grandi quelque part. Et donc je pense que vraiment c'est pas un hasard si Grof est à un pied dans chacun de ces deux domaines, parce qu'il a compris simplement que la chose à faire pour faire émerger le mieux-être, quelque part, c'est d'accompagner le vivant. Et donc, on se rend compte à travers toutes ces démarches-là que c'est vraiment, comme je le disais au début, la conscience qui est première. Et je pense que c'est ça la chose qu'il faudrait réaliser aujourd'hui dans notre société. Alors, comment y arriver? Je me rafraîchis le gosier. Je pense qu'il y a deux façons. Il y a deux pistes, en fait. D'une part, quand on est en crise, quand une société est en crise, on voit émerger de manière presque invariable ce qu'on appelle en anglais des crisis cults, c'est-à-dire des cultes de crise,
c'est une espèce de réaction spontanée et inconsciente d'une partie de la population qui ne se retrouve pas dans le paradigme dominant et qui a besoin d'avoir d'autres pratiques par rapport à ça. Alors, ça peut parfois être des pratiques qui ne sont pas forcément bénéfiques, mais par rapport aux psychédéliques, on a constaté qu'à plusieurs moments de l'histoire, des cultes de crise comme ça ont émergé pour un mieux-être. Je pense par exemple dans les peuples colonisés d'Amérique du Nord, l'alcoolisme faisait des ravages parce que les Amérindiens étaient parqués dans des réserves, sans rien à faire, sans trop de moyens, etc. Et en plus, les cow-boys, si je peux le dire ainsi, avaient amené l'alcool et c'était une substance qui n'était pas du tout traditionnelle chez eux. Et l'alcoolisme faisait des ravages et déstructurait complètement ces sociétés-là. Et par rapport à ça, ils ont réintroduit quelque part le culte du peyote, qui est un cactus hallucinogène, avec toute la tradition qui est autour. Et ça a vraiment restructuré ces sociétés. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est reconnu d'ailleurs par les autorités, parce qu'on ne peut que constater que ça amène vers un mieux-être. Donc c'est vraiment une espèce de réaction spontanée qui émerge d'en bas, par rapport à une situation de crise. On l'a vu aussi de manière plus chaotique et moins aboutie avec les hippies au moment du consumérisme et de la mentalité va-t-en-guerre au Vietnam, aux États-Unis. C'est quelque chose qui a émergé spontanément et qui s'est appuyé notamment sur ces substances pour célébrer la vie d'une autre façon que dans ce modèle 50s, 60s consumériste et guerrier. Bon, après, ça a rencontré une réaction assez négative qui a fait que ça n'a pas pu aboutir. Mais donc, il y a un courant qui est global, parce que on voit que ça existe depuis la nuit des temps, et qui est bottom-up, qui émerge d'en bas vers le haut, et qui est en pleine croissance aujourd'hui. Je ne sais pas si autour de vous, vous avez entendu parler de groupes qui se constituent autour d'une pratique de l'ayahuasca, des champignons, de plein de choses. C'est quelque chose qui est vraiment en pleine croissance spontanément. Et donc là, il y a quelque part rien à faire d'autre que d'accompagner le vivant, justement. L'autre piste, elle serait plutôt top-down, c'est-à-dire utiliser les ressorts de l'ancienne société pour essayer d'introduire ces substances-là et surtout ces façons de faire dans la santé mentale, d'accompagner simplement le vivant, dans les structures mainstream d'aujourd'hui de la santé mentale. C'est un peu ce que s'emploie à faire la Société psychédélique belge dont je fais partie. Et bon, clairement, ce ne sera pas miraculeux. Il y a plein de risques d'écueils possibles parce qu'on se heurte à d'anciennes structures. Mais moi, je rêve quand même d'un monde, puisqu'il ne s'agissait pas de parler de son rêve, qui, avant d'avoir changé radicalement, et peut-être en le faisant, fera ça pour y arriver, pour arriver à ce changement radical, introduira dans les soins de santé mentale des modalités qui sont plutôt holistiques et en partie spirituelles. Moi, je me dis que si, après-demain, parce que demain c'est un peu tôt, le traitement de base pour une dépression, une addiction, une angoisse, ou toutes ces choses-là pour lesquelles les thérapies psychédéliques peuvent aider, que la thérapie psychédélique soit le premier traitement qu'on propose. Et je pense que ça changerait les gens, ils y trouveraient bien plus qu'un soulagement de leur dépression, de leur angoisse ou de leur addiction. Donc voilà, après on présente, et je terminerai par là, on présente souvent dans la communication sociale aujourd'hui, dans les médias, c'est quelque chose qui débarque quand même pas mal actuellement, on présente ça souvent comme des remèdes miracles, une séance et tout va mieux, etc. Je pense que c'est vraiment un écueil auquel il ne faut pas se laisser aller. Il faut sortir justement de ce paradigme, on a un problème, on prend une pilule et ça va mieux. C'est vraiment des substances qui poussent l'humain dans le dos pour commencer à arpenter un chemin de travail personnel. Et c'est vraiment ça l'encouragement, plutôt que de « viens te faire guérir », on a juste le petit remède miracle, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Et je pense que même dans une société entièrement psychédélique, les humains resteront humains, avec leurs conflits, leurs difficultés, etc. Par exemple, les Aztèques avaient un culte autour des cactus psychédéliques. Ça ne les empêchait pas de sacrifier d'autres humains en leur arrachant le cœur au sommet de pyramide. Voilà, c'est pas miraculeux, mais c'est vraiment, à mon avis, une aide vraiment à ne pas négliger. Donc j'en resterai là. J'ai juste encore peut-être des petites communications personnelles à faire. Je fais partie de la Société psychédélique belge et dans une semaine, c'est notre événement. C'est un symposium, un colloque sur l'utilisation des thérapies psychédéliques dans l'accompagnement des personnes qui sont en fin de vie, qui sont confrontées à un diagnostic qui met leur vie en danger et qui rencontrent souvent une angoisse existentielle par rapport à ça. Pour moi, c'est une des plus belles applications de ces thérapies psychédéliques et c'est la première qu'on voudrait essayer de mettre en place en Belgique
en utilisant une exception légale qui est l'usage compassionnel. Ce sera un chemin ardu aussi, mais ça vaut la peine d'être essayé. Et donc, c'est samedi prochain, le 7 octobre. Vous pouvez trouver tous les détails sur psbe.org. Par contre, le matin, il y a un film qui est sous-titré en français, mais l'après-midi, malheureusement, c'est pour ça qu'on s'appelle Psychedelic Society Belgium, c'est parce qu'on essaye de fédérer les deux parties linguistiques du pays, et donc il y a beaucoup de choses qui se font en anglais. En plus, la plupart de la recherche se fait en anglais, donc pour l'après-midi, toutes les interventions seront en anglais. Je sais que ça freine des gens, mais c'est une façon de faire qu'on a plus ou moins été contraint de choisir. Et alors, la dernière annonce personnelle, c'est si quelqu'un a un lift pour me faire rentrer à Bruxelles au plus tard à 18h, ce serait bien apprécié. Il faut que je sois à 20h à Bruxelles. Merci beaucoup. Voilà, bonjour. Je remercie l'organisation de m'avoir invitée. Donc, j'ai été soumise aux mêmes 3 questions. Donc, je vais reprendre, même si je viens d'entendre à quel point mon exposé est en continuité avec tout ce qui vient d'être dit. Donc, comment réfléchir à partir d'un paradigme dominant ? Bien évidemment, si une fois qu'on arrive à percevoir un paradigme dominant, c'est parce qu'on a vu une manière d'y résister, on a vu une proposition alternative, c'est ça qui nous permet de voir qu'on est dominé par un paradigme, voir que c'est un paradigme en tant que tel. Alors, je vous parle à partir de mon expérience en tant que chercheuse en anthropologie médicale en particulier, avec plus ou moins 15 ans de recherche en milieu autochtone en Amérique latine, en Amazonie en particulier, et au Pérou encore plus en particulier, chez les Shipibo tout particulièrement. Donc, voilà, c'est un paradigme informé par le contact au milieu autochtone, mais que je ne veux pas non plus exotiser. C'est surtout en regardant avec eux ce à quoi eux doivent résister pour continuer à pratiquer leur médecine traditionnelle. Donc c'est en voyant de quelle manière eux-mêmes sont soumis à un paradigme dominant et comment ce paradigme dominant retrace toute une histoire qui est en grande partie commune, qui est une histoire de contact, d'influence et dans une asymétrie de pouvoir évidente. Alors ce paradigme dominant, pour vous le résumer dans le peu de temps que nous avons, j'ai choisi de vous parler de la manière dont les savoirs et les pratiques médicales ont été construites à partir d'une idée de maîtrise, une idée de vouloir se rendre maître, de vouloir avoir un pouvoir sur ce qui est étudié en médecine, ce qui oblige quelque part à créer des objets que l'on peut maîtriser. Et donc, de quelle manière on en vient à concevoir non seulement les êtres humains, les corps, les parties de corps, comme autant d'objets dont on peut se poser en maître, on peut identifier une maladie, on peut quelque part en posséder l'identité. Des corps objectifiés donc dans une vision, disons, mécanique, où on peut réparer, comme on répare une machine. Mais aussi des corps séparés les uns les autres. Comment du coup la médecine en est venue à concevoir les personnes, voire des parties des personnes, des parties du corps, comme disait Isabelle, on oublie l'humain dans son ensemble, à les voir comme quelque chose qui peut être à chaque fois pris singulièrement, en oubliant le côté collectif, la manière dont des conditions de vie collectives, des conditions de vie qui sont non seulement synchroniques, mais qui s'inscrivent dans le temps, dans des formes de traumatisme historique, dans des conditions de vie accumulées, de quelle manière ceci est déterminant de la santé et de ce on peut retrouver ensuite dans des personnes ou dans des corps conçus singulièrement. Et donc de penser aussi dans ce paradigme dominant, qu'est-ce qui n'est pas innocent là-dedans ? De quelle manière, quand on regarde, quand on arrive à séparer tout ça, à délier tous les liens qui peuvent expliquer la maladie,
collectivement, comment on en vient à pouvoir, en se focalisant sur l'individuel, voire sur les parties de l'individuel, à rendre invisibles des formes de violence, des formes pathologiques qui sont systémiques, qui sont collectives et qui font partie des systèmes de domination, justement, en parlant de paradigme dominant, de quelle manière la dominance même du paradigme se rend invisible en focalisant l'attention sur quelque chose qui peut être objectifié et qui peut être séparé du reste. Notamment aussi, je pense à la manière dont les causes des maladies sont conçues de manière individuelle au sens de la responsabilisation individuelle de sa propre maladie, aussi au niveau des comportements, hein, même quand on prend en considération les comportements et pas juste le physiologique, mais de quelle manière finalement on renvoie à la responsabilité individuelle des choses qui en fait gagne à être expliqué, à être regardé dans tout son contexte, que ce soit le contexte social, politique, économique, et là je recoupe aussi ce qui avait été dit ce matin, mais aussi d'un point de vue écologique, la manière dont on s'inscrit dans des relations complexes avec notre environnement. Alors comment, à partir de là, parler d'un nouveau paradigme, d'un autre paradigme ? Enfin, nouveau, pas spécialement nouveau quand on pense au peuple autochtone et au fait que ça fait 500 ans qu'ils nous parlent du paradigme dominant qui vient les déstructurer. Donc, il n'y a rien de vraiment nouveau, c'est juste comment actualiser une possibilité alternative de penser la médecine. Comment prendre donc au sérieux la dimension collective, tant des maladies que du soin, et comment penser une transformation de la médecine à partir des responsabilités politiques, historiques et paradigmatiques, justement. Donc j'en reviens brièvement à la médecine moderne, à la manière dont la médecine moderne est apparue, cette manière d'associer une maladie identifiée à partir de pathogènes avec un remède forcément chimique, forcément pharmaceutique, à la manière dont la médecine s'est resserrée là-dessus, et à la manière dont ceci s'accompagne en même temps d'une transition économique majeure, où on a les économies de subsistance, les économies locales, les économies qui étaient inscrites dans une certaine relation à l'environnement, sont détricotées au fur et à mesure par une autre manière de s'inscrire dans le territoire, un autre régime de propriété des terres, du coup un autre rapport à la terre, d'emblée financiarisé et à visée capitaliste. Donc c'est impossible de penser la médecine moderne sans penser cette transition économique majeure, sans penser l'industrialisation de nos sociétés et sans penser le fait que ceci a accompagné toute une entreprise de colonisation et donc aussi de destruction d'autres manières de s'inscrire dans le territoire et de trouver ce qui fait soin à partir d'une manière particulière d'habiter un territoire et d'être en relation avec ce qui soutient les processus vitaux. Donc, à l'intérieur de cette idée de transition vers un nouveau paradigme, je souligne la nécessité de ce qu'on appelle des étiologies élargies, comment penser autrement les causes de la maladie, comment aller au-delà des symptômes, et comment aller se donner la liberté de penser tous ces différents niveaux économiques, écologiques, politiques, quand on pense ce qui nous rend malades. Et des médecines autochtones en particulier, je retiens et je vous transmets aujourd'hui l'idée qu'on ne soigne aucune maladie sans soigner des relations. Et on peut faire disparaître des symptômes, mais on ne peut pas soigner les causes profondes d'une maladie. Enfin, pour eux, c'est les causes tout court, mais j'ajoute le mot profond pour essayer d'amener ailleurs la question étiologique, sans se poser la question de comment transformer finalement la manière dont on est en relation, non seulement dans le milieu humain, non seulement les uns avec les autres, mais la manière dont on s'inscrit collectivement dans un territoire. Donc on a besoin d'élargir la notion de soin, comme celle de la maladie. On a besoin de remettre au centre l'expérience du soin et l'expérience de guérison et de se poser la question de comment une médecine peut accompagner cette expérience-là, des processus qui permettent au corps de se rétablir, au collectif de se rétablir et à l'inscription écologique de se rétablir.
Donc, on a besoin de décloisonner l'idée même qu'on a de médecine, n'est-ce pas? Et c'est ça que le milieu autochtone n'oublie jamais et nous répète depuis 500 ans, c'est que nous avons, en même temps qu'on a séparé les corps, on a créé plein de catégories et de compartiments à l'intérieur duquel on a divisé des choses que si on n'arrive pas à penser ensemble et à penser en lien, les unes avec les autres, on ne peut pas avoir accès à ces processus de guérison dont on a besoin. Je pense que les maladies, ce qu'on appelle les maladies modernes, demandent plus que jamais qu'on revienne, qu'on reconstruise ce type de lien. Je pense au lien entre la santé physique, le physiologique et la santé mentale, voire à tout l'enjeu de hiérarchisation là-dedans, surtout dans la médecine basée sur l'évidence d'aujourd'hui, où finalement le physiologique l'emporte toujours comme source d'évidence sur tout ce qui peut être plutôt de l'ordre de la santé mentale. Donc, comment recréer des liens là où ça a été séparé, là où on a créé à chaque fois des experts particuliers pour ces domaines séparés. Donc, comment repenser aussi, quand on pense soutenir le vivant, comment recréer des processus possibles où ces différentes dimensions peuvent être intégrées. Donc, 5 minutes. Donc, un dernier point alors, dans le temps qui nous reste, par rapport aussi à le lien dans lequel je m'inscris ici, dans la suite des exposés, comment retrouver l'humain derrière cet aspect mécanique de la médecine, comment retrouver la possibilité de soutenir des processus de guérison où voilà, on réintègre le mental dans le physiologique dans le mental, et on prend le temps. On prend le temps pour suivre des processus et des expériences qui ont vraiment comme objectif des guérisons et pas juste une sorte d'oubli des symptômes. Mais là-dedans, comment réinscrire l'humain? Donc, comment décentrer l'anthropocentrisme de notre médecine et changer la relation que nous avons à tout ce qui peut aider ces processus de soins. Je pense à la place que les autochtones donnent notamment aux plantes, qui ne sont pas juste, des êtres desquels on peut extraire quelque chose pour se soigner. Ce sont des êtres à part entière. Ce sont des êtres à part entière et je pose vraiment la question du besoin que nous avons de repasser par un soin des relations de tous ces non-humains qui forment un écosystème, ce qu'on gagne à les traiter comme des êtres qui sont, disons, des êtres tout aussi subjectifs que nous, pour restaurer des relations de respect. Des relations de respect où on ne peut pas penser notre santé sans penser la santé des plantes elles-mêmes. Et donc pas juste comme des objets à partir desquels on peut extraire et se soigner, mais comment rétablir une santé environnementale pour rétablir une santé humaine en même temps. Voilà, je vais en rester là. Merci. Je vais aussi rester assis. Merci à vous d'être là. Alors les trois questions, quel est le paradigme qui est le plus gênant? Je repense à mon prof de philo de première candidature, ça commence à remonter très loin, qui disait « La médecine est un art menacé de n'être plus qu'une technoscience ». Maintenant, on y est dans la technoscience. Et en allant vers quelque chose de plus technoscientifique, on en perd quelque chose de fondamental qui est l'humain. Un être humain, c'est un être complexe qui a plusieurs facettes, une facette biologique, psychologique, sociale et spirituelle. Et je pense qu'on ne soigne correctement que si on prend le temps d'écouter, d'entendre tous ces aspects-là, et d'en prendre soin le mieux possible. Alors, l'évolution, je suis un peu d'accord avec
toutes ceux et celles qui se sont exprimés avant moi, c'est clair qu'il y a une emprise des entreprises pharmaceutiques, hein, et dire qu'une entreprise pharmaceutique se soucie de la santé, c'est un peu comme dire que les vendeurs d'armes se soucient de la paix dans le monde. Et je crois que c'est très intéressant pour ces gens de nous maintenir malades et surtout de vendre et encore vendre pour faire de plus en plus de profit. Et donc là, l'humain ne s'y trouve plus non plus. Alors j'ai été étonné hein, en médecine, en candide médecine, je me disais tiens, on a un cours de biologie végétale, chouette, on va apprendre comment les remèdes à base de plantes fonctionnent, etc. J'ai été bien déçu, c'est pas du tout ça, ça montrait comment on retrouvait, comment on pouvait dessiner les cellules des plantes, quels étaient les eucaryotes, etc. Enfin bref, c'était... Mais on ne parlait pas du tout du pouvoir pharmacologique des plantes. Donc on comprend très vite que là, dès les universités, dès l'enseignement, il y a une emprise importante des entreprises pharmaceutiques et dans les hôpitaux, c'est évidemment dans la droite ligne de ça. Je me suis tout doucement retiré des hôpitaux d'ailleurs parce que je me rendais compte que les logiques économiques n'étaient plus vraiment en adéquation avec les logiques sanitaires. Et je pense que voilà, je vais peut-être essayer d'être un peu court. Hein, maintenant qu'on a vu, puisqu'on a parlé fort des différents paradigmes qui posaient problème, j'en viens un peu au rêve que j'ai, c'est de retrouver l'humain. Et l'humain, c'est quelqu'un qui a besoin de liens, c'est quelqu'un qui a besoin de se réunir. C'est quelqu'un qui a aussi besoin de reprendre un certain pouvoir sur sa santé. Hein. J'entends que les gens subissent des opérations, par exemple. Là, le terme est assez clair. On a fait en sorte, enfin, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans des hôpitaux où vous avez eu l'impression d'être un numéro, de devoir faire la file pour passer la radio, etc. Et au suivant, et où on passait peu de temps finalement pour vraiment vous écouter. Donc beaucoup de gens qui reviennent des hôpitaux me disent voilà, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir été entendu, j'ai vraiment pas l'impression d'avoir été traité comme un humain. Et je pense qu'avec la crise Covid, tout ça s'est empiré, accentué. Et cette crise, finalement, ça agit un peu comme un révélateur de quelque chose qui était là déjà depuis un certain temps. Hein. En troisième candi, je faisais mon stage d'infirmerie. Je me disais que bon, les infirmiers se débrouillaient déjà très bien, donc qu'est-ce que je pouvais apporter de plus ? Je me disais, je vais pouvoir écouter un peu les gens. Et donc ça m'a été reproché. On m'a dit que je restais trop longtemps à écouter les patients. Bon, n'empêche qu'en faisant ça, il y a une petite mamie qui revenait régulièrement pour des problèmes pulmonaires. Et on la remettait sur pied, elle rentrait chez elle, puis elle revenait 2 mois plus tard avec à nouveau un problème pulmonaire. Et en écoutant bien ce qu'elle vivait, je me suis aperçu qu'en fait elle avait des problèmes d'humidité, de chauffage, etc. dans sa maison. Et ça a été suffisant pour qu'on mette le service social sur le coup aussi et que finalement on règle le problème à la source et qu'on laisse cette petite mamie tranquille et bien au chaud chez elle. Donc je pense que la médecine, s'occuper des gens, la santé en général, hein, pas seulement par les médecins, c'est un peu l'ensemble de ces services qu'on peut mettre autour des gens, en les écoutant bien et en leur redonnant un pouvoir d'agir sur leur milieu. Ça, c'est un peu le souhait que je formule. Et alors le Covid, quand j'ai vu les absurdités qui se produisaient aussi bien dans la gestion de la crise, hein, où on a confiné tout le monde alors qu'il y avait moyen de faire des protections ciblées, qui n'auraient pas déstructuré complètement la société, qui n'auraient pas créé ce qu'on voit maintenant, une augmentation de 300% des suicides chez les enfants. Et ensuite empêcher les gens d'être soignés en privilégiant la télémédecine au paracétamol. On a vraiment fait tout sauf vraiment soigner les gens. Hein. Donc, et pour avoir au moins essayé de dire ça, je me suis retrouvé devant l'ordre des médecins à devoir m'en expliquer.
Je ne sais pas encore quelle sanction me pend au nez, mais voilà, je ne regrette rien. Ce que je ne regrette surtout pas, c'est d'avoir rejoint un collectif qui s'appelait Réinfo Covid, qui m'a permis de travailler avec Louis Fouché autour de notamment Covid-Soins. Covid-Soins qui était justement la possibilité de donner les soins de traitement ambulatoire précoce à domicile. Et on a mis ça au point en Belgique aussi. Et sur les nombreux patients que nous avons pu soigner de cette façon-là, un petit peu en cachette quand même, hein, grâce à tout le réseau de Covid-Soins, dont notamment Isabelle a fait partie aussi, hein, ainsi que le docteur Bouillon et tout ça. Enfin, on s'est tous entraidés. Aucun n'est mort déjà. Ils ont tous survécu et très peu sont allés même à l'hôpital. Donc je pense qu'il y a un traitement ambulatoire à remettre en place. Alors dans la suite de Covid-Soins, Louis Fouché pensait à mettre OptiSoins en route, c'est-à-dire de favoriser les soins, mais pour toutes les maladies, pas seulement le Covid, dans un nouveau paradigme qui serait de traiter en ambulatoire d'une façon intégrative. Alors le mot OptiSoins a dû être changé parce que c'était pris, mais donc on en vient maintenant à la troisième question qui est qu'est-ce qu'on pense être une amélioration, un progrès. Et donc chez nous, nous avons choisi le terme multisoins en Belgique, alors qu'en France, ils ont choisi le terme une autre santé. Hein, c'est Grégory Pamard qui a mis ça en place. Lui aussi, il a des problèmes avec l'ordre des médecins. Donc, il faut croire que quand on veut innover, ça dérange. Et donc, multisoins, il en est pour l'instant, le site est opérationnel, mais la première chose qu'on fait, c'est recueillir un maximum de personnes qui veulent soigner leurs prochains de manière intégrative. Alors, intégrative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va prendre tous les aspects autour de la personne, qu'on va mettre au milieu de la réflexion et qu'on va mélanger les approches classiques, médicamenteuses, la médecine traditionnelle, etc., avec éventuellement des médecines alternatives, avec aussi des intervenants sociaux, avec peut-être même des aspects spirituels, pour prendre en charge non seulement tous les aspects de la santé, mais surtout d'une façon plus préventive. Parce que je crois que l'idéal, c'est quand même de travailler en amont et de faire en sorte que les gens ne tombent pas malades, si c'est possible. Et je pense que le Covid nous a enseigné ça aussi, hein, c'était une syndémie. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment souffert le plus, c'était des gens qui avaient déjà des comorbidités. Et je pense que ça aurait été très intéressant de travailler en amont sur les problèmes qui amenaient le diabète, l'obésité, etc., tous ces facteurs qui favorisaient la gravité de la maladie. Eh bien, c'est un peu ça, ce vœu que je formule et que nous formulons, parce que je ne suis pas tout seul dans Multisoins, évidemment. Et donc, pour l'instant, ce qu'on fait, si vous allez sur le site de Multisoins, vous pouvez, en tant que soignant ou coopérant aux soins, vous inscrire. Et on tisse comme ça un réseau sur toute la Belgique. Quand ce réseau est opérationnel, alors on l'ouvre au public, on fait un peu de pub, hein. Là, il faudra des gens qui soient doués en communication pour faire ça. Hein, je compte sur Kéros. Et pour à ce moment-là officialiser le fait que le site est ouvert au public et dire un peu de quoi il s'agit. Et là, les gens pourront demander qu'on fasse un bilan un peu de ce qui peut se faire autour d'eux et de mettre ça au point. Et alors, pourquoi pas, dans ces cas-là, instaurer une autre mutuelle pour permettre à des gens qui ne sont pas remboursés, comme médecine alternative, etc., de fonctionner. Il y aura donc des groupes de soutien multisoins. Il y a notamment un groupe qui a été créé qui est Med for Health pour recueillir éventuellement des subsides pour soutenir cette approche-là.
Éventuellement, certains pourront se faire payer en june, pourquoi pas, hein. Donc c'est une monnaie alternative qui est basée sur l'humain et non pas sur l'or ni sur l'euro. Donc je fais un petit coup de pub pour ce genre de monnaie parce que ça pourrait être... enfin, dans les groupes Solaris, on en parle assez bien d'ailleurs, c'est entraide, hein. Et donc je pense que dans la médecine 2.0, dans quelque chose qui serait souhaitable, il faudrait pouvoir remettre l'humain au centre, mais remettre du lien aussi entre les gens. Parce que, comme le disait Matthias de Smet, ce qui a favorisé la crise ici, ça a été plusieurs choses, dont notamment l'isolement social, la peur. Il faut sortir de la peur, pour ça il faut éteindre sa télé, hein. Donc je pense que il y a eu aussi tout un climat de tension, et surtout, je pense que les gens ont perdu le sens. Et c'est vrai qu'en faisant des études qui sont des études basées sur l'evidence-based medicine, où finalement on se base sur des statistiques et plus sur l'humain, c'est clair qu'on ne s'articule plus sur l'humain, mais on s'articule sur des données chiffrées. Or, il n'y a pas de maladie, il n'y a que des malades, on le sait bien. Et donc un individu, pourrait présenter une grippe d'une certaine façon, le deuxième d'une autre façon, le troisième encore d'une autre façon, et peut-être auront-ils des approches différentes aussi pour les soigner. Donc cette idée de l'evidence-based medicine qu'on va soigner le monde entier de la même façon, je pense que ça c'est quelque chose qui va très fort déshumaniser les gens. Or, on a vraiment besoin d'un retour à l'humain. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il pensait en avoir fini, mais non, c'est pas fini. Parce que, comme ce matin, on va redescendre, on va prendre 5 minutes pour reparler un petit peu les uns avec les autres, faire une petite pause biologique, peut-être nécessaire, et puis de se remettre à l'ouvrage de la même manière que ce matin, c'est-à-dire en travaillant les 3 questions. Première question, qu'est-ce que je voudrais? Quel est mon rêve dans le domaine des soins de santé, dans le soin du soin à la personne? Quels sont les obstacles que moi je rencontre, moi en tant que citoyen? Et quelles sont, pour la 3e question, quelles sont les pistes auxquelles je pense pour pouvoir avancer? Alors, faut pas croire que tout ce que vous allez écrire sur les flipcharts ne serve à rien. Tout ça va être rassemblé et mis dans la plateforme de communication dont vous allez recevoir le lien par la suite via Giovanni et son enthousiasme effréné à vouloir changer ce monde. Merci Giovanni. Alors que, oui, il n'y a plus qu'à, hein, Faucon. Et donc voilà, je vous invite à prendre ces 5 minutes. Et en fait, j'ai dit qu'il n'avait pas fini parce qu'évidemment, on va inviter les 4 intervenants à participer aux tables, s'ils en ont le temps, évidemment, s'ils ne doivent pas être à 6 heures à Bruxelles, par exemple. Ça n'empêche, voilà, et qu'ils participent en fait à écouter votre réalité. Et Ah oui, il va y avoir, merci, je vois que il y a Giovanni qui danse la samba. Il y a des gens qui repartent, hein, on a entendu...
Merci.